Tea Party et sur la manière dont il procède, sur son contenu, est susceptible de nous donner beaucoup de sujets de réflexion. Non pas à imitation proprement dit, parce que les situations sont très inimitables et incomparables, mais c'est certainement pour nous l'occasion d'une réflexion sur les moyens de monter des entreprises politiques de nature, qui soient de nature à réussir et à bien réussir pour promouvoir un certain nombre de valeurs que nous pouvons avoir en commun. Le deuxième enjeu, qui est moins pratico-pratique, mais qui aussi touche à l'action, autant qu'à la culture en général, c'est de mieux connaître les USA. Moi, je suis consterné souvent par le défaut de connaissance des USA, à la fois dans les médias, dans le monde politique, et plus généralement chez les Français en général. C'est dommage parce que les USA sont la pièce maîtresse du système international, et il n'est pas possible de comprendre bien ce qui se passe si, en se fondant sur une connaissance inexacte de ce que sont les États-Unis, on procède à des interprétations ou à des anticipations qui forcément seront erronées. Donc, il ne s'agit pas d'aimer ou de ne pas aimer, il s'agit de connaître honnêtement et objectivement, qui est la première obligation morale, me semble-t-il, de respecter la vérité. Et le troisième enjeu me paraît être de réfléchir ensemble à une redéfinition de la notion si centrale de démocratie. Alors, je ne vais pas m'attacher trop longuement à vous raconter des choses que vous connaissez sans doute parce que les médias en ont beaucoup parlé, justement, à savoir l'urgence du Tea Party. Je ne tendrai pas non plus trop sur son fonctionnement. Je vous dirai très brièvement des choses très simples. On pourrait y revenir, si vous voulez, dans la conversation entre nous après. Également sur son ordre de grandeur. Non, je voudrais essentiellement le mettre en perspective historique, le situer dans son environnement, dans son enracinement sociologique et caractériser ses positions économiques et ses positions culturelles. Je pense que de ces 4 points-là résultera une bonne caractérisation de ce que c'est que ce mouvement et en même temps de mieux comprendre ce que c'est que la démocratie en Amérique, et de reprendre le titre d'un ouvrage célèbre d'Alexis de Tocqueville, qui sur le sujet reste encore un des meilleurs livres qui existent. Alors, on s'est vraiment mis à parler du Tea Party après les élections primaires américaines d'août-septembre 2010, et puis avec les élections de novembre 2010. Donc, vous savez tous comment les primaires américaines, pour les élections législatives et bien d'autres, les élections de gouverneurs, etc., ont été marquées par une émergence de nouveaux venus. C'est les politiciens républicains en particulier chevronnés ont été tout simplement renversés, pulvérisés par un très grand nombre de nouveaux venus qui avaient pour en commun d'être étiquetés Tea Party. Tea Party, c'était l'étiquette de ces individus qui ont été vainqueurs. Vous avez vu Christine O'Donnell, qui était dans l'État du Delaware, la grande vainqueur des primaires. Elle avait été battue aux élections sénatoriales. Elle a renversé à l'époque le représentant Michael Castle, qui était très implanté, expérimenté, appuyé sur tout l'appareil national et local du Parti républicain, sonné sans doute sur toutes les ficelles, etc. etc. Donc, vous avez des personnes, mais si l'on met beaucoup l'accent sur Christine O'Donnell, il y en a d'autres personnalités, et je vous dirai peut-être en réponse, si on interroge là-dessus, combien
Ces élections primaires et ces élections de novembre dernier ont vu émerger un très grand nombre de personnalités véritablement, je dirais, de premier rang, c'est-à-dire des personnes qui sont capables de tenir tout à fait les premiers postes à l'intérieur d'un État. Marco Rubio, qui a été élu sénateur en Floride, ou bien Rand Paul, qui a été élu sénateur en Kentucky, ou bien Toomey, je ne me rappelle plus son prénom, qui a été élu dans l'Illinois, qui a battu, si je ne m'abuse, Genulas dans le siège même du président Obama, etc. Donc un certain nombre de... Bref, nous avons là l'émergence d'une nouveauté. Je peux dire que les élections de novembre 2010 ont confirmé la tendance de fond des primaires. La question, bien sûr, c'est de savoir si ce renouvellement sera continué en 2012. Alors, vous savez comment le président Obama s'est lancé dans la campagne de 2010 au très bon moment, un mois avant le scrutin, au moment où on sait que ses adversaires avaient culminé, ce qui n'était pas faux. Donc, il s'est donné à fond. Il était sûr de retourner l'opinion en la prenant d'assaut par la puissance de son charisme. Et c'est vrai que pendant une semaine, la magie a opéré, n'est-ce pas? Et puis c'était l'atonie, et puis c'est retombé. Donc si vous voulez, le Tea Party se donne, c'est un mouvement qui se donne deux buts, on pourrait dire, renouveler le personnel politique et réaffirmer les principes conservateurs. Alors, ici, il ne faut pas se tromper. Ce qui rend la compréhension des phénomènes américains plus difficile aux Français, c'est qu'on donne ici et là des sens très différents au même mot. Les libéraux français ne sont pas les libéraux américains, les conservateurs français ne sont pas les conservateurs américains. Donc le terme conservateur est tout à fait central pour une compréhension du phénomène Tea Party, mais le conservateur américain, c'est spécial. Le conservatisme aux États-Unis, c'est d'abord le souci de conserver les traditions démocratiques américaines. Des traditions incarnées dans une constitution sociale et politique, économique et culturelle qui globalement est cohérente et qui marche. Donc c'est ça. Donc c'est le refus de laisser détruire ou dénaturer cette constitution. Constitution, c'est pas seulement un morceau de papier sur lequel il y a un certain nombre de règles de fonctionnement pour procédures, pour les pouvoirs publics. Non, la Constitution, c'est au sens plus complet. La Constitution écrite, je dirais, qui règle l'organisation des pouvoirs publics, a un intérêt dans la mesure où elle est en cohérence avec la Constitution profonde de l'État et sa Constitution économique, culturelle et toute son histoire. Donc c'est bien cette Constitution qui est en jeu, et le refus de laisser détruire ou dénaturer cette Constitution, ce qui la changerait le régime en oligarchie, pouvoir de petit nombre, oligarchie plutocratique ou bureaucratique. Donc socialisme, social-démocratie, ou élitisme étatique, dirigisme, etc. Alors, un nom peut-être, non pas Sarah Palin, mais qui, dont à mon avis le rôle est très exagéré dans les médias américains et dans les médias français surtout, mais un autre nom me paraît important, c'est celui de Newt Gingrich. Newt, N-E-W-T, Gingrich, comme ça se prononce, c'est-à-dire G-R-I-C-H. Et Newt Gingrich a joué un rôle très important dans la révolution conservatrice déjà de 1994 et un rôle très important dans les élections américaines de novembre 2010. Je crois pouvoir dire quand même que c'est le meilleur cerveau, c'est le grand cerveau du Tea Party. Donc, et alors, je l'ai entendu s'exprimer sur C-SPAN en décembre 2010 et il disait, après les élections, il est temps de substituer à un conservatisme d'opposition, opposition conservatism, un conservatisme de remplacement, replacement conservatism, donc non plus viser simplement à s'opposer à ce qu'il appelle la machine laïciste socialiste, the secular
un socialist machine, mais visait à la démonter, à la remiser par la mise au point de ce qu'il appelle les solutions américaines, American Solutions. Donc, il faut savoir ce que va donner cette révolution. Et surtout, il faut la mettre en perspective. Je ne parle pas trop sur la stratégie du Tea Party, le rapport entre les modérés, les plus radicaux, le rapport avec le Parti républicain. Je passe sur tout cela. Je passe aussi sur le déficit de compréhension en France, en particulier sur la déformation que l'Obama-phobie maladive induit dans l'interprétation et la description du phénomène. Je passe sur la relativisation nécessaire de Mme Sarah Palin. Je passe parce que vous m'avez donné un temps de parole qui est un temps respecté. Sur la structure et le fonctionnement de ce mouvement, je crois que le plus intéressant et le plus important à dire, c'est que ce sont essentiellement des réseaux sociaux. Je passe sur les détails, il n'y a pas un mais deux, il y a deux réseaux, peu importe. Ces organisations désorganisées, si vous permettez l'expression, sont inimaginables sans Internet. La révolution Tea Party est née, apparemment indépendamment, est née sous la pression des mêmes besoins, tantôt même le but, et réglée par les mêmes principes. Donc ce sont des structures très décentralisées, et des militants efficaces, en grand nombre, partout. On arrive mal à en faire le décompte, parce que c'est une organisation très informelle, et une grande unité, une unité qui tient à l'unité d'une culture politique, très partagée et très traditionnelle. Je crois que c'est une des raisons, n'est-ce pas, du succès de ce mouvement, c'est qu'il ressaisit la grande tradition politique américaine. Il est vrai que lorsqu'on met en perspective historique, le Tea Party n'a rien d'étonnant ou de particulièrement original. Et un Tea Party à chaque génération à peu près aux États-Unis. Donc je passe sur le fait que ce n'est pas ce qu'on peut appeler, on appellerait en Europe un mouvement populiste, parce qu'il se dégage un grand nombre de leaders de haut niveau, des juniors talentueux, des seniors parfaitement connus et respectables. Je parlais de Newt Gingrich, qui a été l'adversaire acharné de Bill Clinton, et qui sera peut-être le compétiteur du président Obama en 2012. C'est certain, on verra. Il a publié un livre, que vous pouvez vous procurer, si vous voulez, extrêmement intéressant. Je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt, qui s'intitule « To Save America », pour sauver l'Amérique. Et un des chapitres s'intitule « Pourquoi le Tea Party est bon pour l'Amérique ». Alors, il y a de nombreux sénateurs conservateurs américains, tels Jim DeMint, par exemple, de Caroline du Nord, qui ont pris le Tea Party sous leur protection. Donc je passe, le Tea Party, c'est quand même doté d'un minimum de doctrines communes, qui est renfermé en particulier dans un livre qui s'intitule Give Us Liberty, le Tea Party Manifesto. Bon, alors c'est encore cette doctrine n'a absolument rien d'original, elle n'a rien d'extrême, ce n'est que la forme classique de la culture politique américaine qui donne son sens et son efficacité à la Constitution. N'est-ce pas ? Alors le propre de cette culture, c'est de ne subsister que par des révolutions démocratiques qui jalonnent l'histoire politique des États-Unis. Le président Jefferson, un des premiers présidents américains, c'est le troisième président américain, disait que les ambassadeurs en France, pendant la Révolution américaine, disaient qu'une démocratie ne peut survivre que si il y a une révolution à chaque génération. Alors il faut comprendre, pour nous, démocratie,
est un concept qui évoque, est un concept, je dirais, qui est essentiellement défini à partir du pouvoir, je dirais, de la gauche idéologique, qui a une influence dans l'histoire, dans la culture politique de la France, hors de proportion à laquelle il y avait totalement aux États-Unis. La démocratie américaine se rattache bien davantage à la tradition classique aristotélicienne, à la tradition de la politeia. Aristote disait, pour la définir, il l'appelle parfois la démocratie, moi je l'appelle la démocratie durable. Et il disait c'est un mélange d'oligarchie et de démocratie tellement parfait qu'on est incapable de dire si c'est une oligarchie ou une démocratie. C'est pour ça que si on décrit les États-Unis, on peut les décrire comme une oligarchie, on peut aussi les décrire comme une démocratie. En fait, c'est les deux à la fois. C'est les deux à la fois ensemble, d'une manière acceptée. Et c'est ça, en partie, une politeia. Et en règle générale, on définit la démocratie de manière très abstraite, c'est-à-dire uniquement à partir de facteurs culturels ou de facteurs idéologiques, alors que la démocratie, c'est d'abord une assise sociale. Ça peut se définir, je crois, de manière américaine, mais aussi de manière aristotélicienne, comme le pouvoir de la classe moyenne. Le gouvernement de la classe moyenne par la classe moyenne pour un bien commun qui est largement défini par la classe moyenne, précisément parce que c'est la classe moyenne qui se trouve en milieu et le plus à même de se trouver structurellement dans une position équitable et à mesure de mieux définir ce juste milieu. Ne fonctionne véritablement bien que si il y a un certain nombre de conditions politiques de type classique, une éthique du juste milieu, en général une politique des vertus, un certain sens de la transcendance qui permet de relativiser les éléments contingents et justement de se tenir au milieu, alors que sinon on file aux extrêmes et on transforme toutes les questions d'intérêt en questions de théologisme. Et puis, un des éléments essentiels intellectuels, c'est le rôle du bon sens, du sens commun. Donc, cette structure, démocratie, sens commun, morale des vertus, religiosité, un petit peu platonico-chrétien, méthéiste, pouvoir des classes moyennes, pour que les classes moyennes puissent marcher, une prospérité, par voie de conséquence, la liberté économique la plus étendue, le principe de subsidiarité, tant possible, que l'opposition, centralisme, bureaucratie, dirigisme, etc. Donc c'est ça, la politeia américaine. Je suis toujours étonné de voir que les Européens ou les Français ne se rendent pas compte que la grande différence des Américains, c'est d'être plus européens, en définitive, en grande partie, que nous, c'est en grande partie d'être d'avoir davantage conservé dans leur culture politique des éléments chrétiens et des éléments classiques aristotéliciens. C'est ça la grande différence, et je pense que c'est pour ça que globalement, ils ont mieux réussi. Alors, je vous épargne l'analyse quantitative du Tea Party. Si vous tenez absolument à ce que je vous l'inflige, je vous l'infligerai. L'analyse quantitative permet, en tout cas, de démontrer sans doute raisonnable et possible que l'influence de Mme Palin n'est pas ce que l'on dit. Mme Palin n'est pas un monstre, c'est un très gros tempérament politique. Peut-être que ce sera un jour Ronald Reagan femme. Pour l'instant, elle est encore un peu à convaincre, je crois. Et puis, nous verrons bien. Alors, je voudrais insister sur la mise en perspective historique. Il y a aux États-Unis une tradition d'insurrection démocratique qui, d'une certaine façon, reproduit dans l'ordre politique et temporel ce qui, dans le domaine spirituel, chez les protestants, s'appelle les revivals. De temps en temps, la foi s'embourgeoise. La foi retombe. Alors, crac, un grand coup de Saint-Esprit, et hop,
en quelque sorte, c'est parti. Eh bien, nous avons le méthodisme et d'autres choses de ce genre-là. Eh bien, Thomas Jefferson a dit quelque chose d'analogue. Il disait avec mélancolie que la démocratie a besoin d'une révolution à chaque génération. Et c'est exactement ainsi, je crois, que le Tea Party se comprend lui-même. Une révolution démocratique pour restaurer la Constitution américaine. Moi, j'ai pas entendu parler Mme Palin comme le téléspectateur français normal l'a entendu, c'est-à-dire, allez, disons, 24 fois 10 secondes. C'est ça l'information, elle a écouté une bonne heure. Et ce qui est frappant, c'est la référence continue à la Constitution. En cela, d'ailleurs, elle n'est pas particulièrement originale. Alors, citer les précédents du Tea Party, ce serait écrire l'histoire américaine. Et quand même, il faut le dire. Précédent de la lutte pour l'indépendance, inaugurée par la Boston Tea Party, 1773, c'est parfaitement exact, même le 16 décembre 1773. Refus de l'impôt. Alors, extrêmement simple, n'est-ce pas? Pour qu'il y ait démocratie, il faut qu'il y ait des classes moyennes fortunées et nombreuses. Dans la classe moyenne, on inclut les petits patrons et les moyens patrons. Et pour que ces gens-là soient suffisamment fortunés, que soient suffisamment puissants et indépendants, il faut qu'on ne les taxe pas. Et il faut d'autre part qu'on ne les accable pas de régulations multiples et variées qui, sous prétexte d'intérêt public, sont en réalité le moyen de distordre la concurrence, tant il est vrai que ces régulations sont le plus souvent l'effet de lobbying par des grandes entreprises, des ivreuses, des tremblés leur rival, sous prétexte de bien public. C'est comme ça que les choses sont présentées à l'intérieur du monde Tea Party. Donc, autre précédent, celui de la révolution de Jefferson en 1800, donc une génération après, qui balaye l'élitisme aristocratique qu'avait tenté d'établir le président John Adams, successeur direct de George Washington. Il y a ensuite le précédent de la révolution démocratique, appelé comme cela d'Andrew Jackson, président, 1824. Puis vient le précédent de la révolution d'Abraham Lincoln, qui fonde le Parti républicain en 1858, le mène au succès électoral, et apporte aux États-Unis une nouvelle naissance dans la liberté, comme il dit, dans son adresse de Gettysburg, a new birth in freedom, en acceptant la plus dure épreuve de force de toute leur histoire. Donc, une liquidation, si je puis dire, de l'aristocratisme du Sud et de la forme d'esclavagisme. Au XXe siècle, alors après, au XXe, on peut estimer qu'il faut attendre la révolution de Roosevelt, 1932, pour trouver l'équivalent, et ensuite nous avons une autre révolution de type Kennedy, 1960. Alors la question que vous vous posez probablement est celle-ci, mais est-ce que la nouvelle révolution démocratique, ce n'est pas celle du président Obama, et n'est-ce pas plutôt elle qui pourrait, plutôt que le Tea Party, revendiquer d'être considérée comme une grande révolution démocratique réagissant à l'oligarchie bushienne et prolongeant celle de Roosevelt et de Kennedy dans le sens de la construction d'une sorte de social-démocratie. Dans cette perspective, le Tea Party serait interprété comme un mouvement réactionnaire résistant à cette évolution normale, nécessaire et salutaire. C'est une interprétation européenne, si vous voulez. Et, eh bien, je pense que la réponse est non, et je pense que cela peut résulter de ce que je vais essayer de vous dire. Alors, je dirais quelques mots précisément sur le positionnement sociologique du Tea Party. Je crois que c'est très important. Le Tea Party est aux États-Unis, à l'évidence, un mouvement populaire puissant. Mais ce qu'on appelle le peuple là-bas n'est pas centré sur les classes populaires, c'est les classes ouvrières, on reste, mais sur la classe moyenne. Et c'est cette classe qui se pense comme le peuple par excellence. We, the people, nous, le peuple. Et beaucoup de gens qui, en Europe, seraient classés dans la classe supérieure, dans les riches, les riches, on paye l'impôt sur la fortune,
paye l'impôt sur la fortune en France, pourquoi on est riche quand on a une maison, un appartement dans Paris, une maison de campagne et 4 sous d'action, compte en banque. Avec tout ça, nous voilà riches. Bon, très bien, forcément, on est plus riches que d'autres. Néanmoins, du point de vue américain, ça c'est classe moyenne. Donc, beaucoup de gens qui en Europe seraient classés dans la classe supérieure se classent volontiers dans la classe moyenne. Alors, ils ont parmi eux, mais enfin, ainsi en va-t-il des petits et moyens patrons. Alors, ce mouvement populaire est viscéralement anti-autoritaire, égalitaire, au sens d'égalité des droits, des opportunités, des libertés, et il refuse l'oligarchie. Il est traditionnel et constitutionnel. Ce sont des associations d'esprit que l'histoire a forgées, auxquelles les Américains sont habitués, qui trouvent ça naturel, et comme nous, d'avoir du café au lait, du beurre, sur du pain, c'est des associations naturelles. Quand on se déplace, en ce ne sont pas des associations naturelles, des associations contingentes, qui nous plaisent bien, qu'on est attaché. Voilà. C'est un peu la même chose, la culture, c'est aussi en partie cela. Il est patriote, respecte la propriété privée, les autonomies locales. Il est conservateur au sens d'enraciné dans la tradition nationale biséculaire, ami de la liberté individuelle et de la Constitution qui peut la garantir. Il n'y a absolument rien à voir là avec une logique factieuse, voire césarienne, exploitant les frustrations d'une classe moyenne en voie de prolétarisation. Il n'y a pas non plus du tout le déficit de pensée organisée, de tradition respectable, de caution institutionnelle solide, d'élite établie qui caractérise les populismes. Un petit parti, c'est l'Amérique, tout simplement. En tout cas, c'est une bonne partie de l'Amérique. Alors, une révolution démocratique, on le voit, ce n'est pas une révolution promue par le Parti démocrate, encore moins promue par des extrémistes démagogues ou des démocrates au sens idéologique plus lourd. C'est une réaction conservatrice, au sens typiquement américain et classique. Il ne s'agit pas d'immobilisme, il s'agit de conserver ce qui mérite de l'être et d'en empêcher la destruction, la liberté individuelle, la constitution de régime mixte, centré sur la classe moyenne. Alors, quant à la réaction, il s'agit de réagir contre ce qui viendrait annuler la révolution américaine, l'oligarchie, la monarchie, la démagogie, l'aristocratie, au sens arrogant du mot. La réaction conservatrice veut donc mettre en échec une tentative de déformer la structure de base culturelle, économique et politique des États-Unis. C'est ce qu'on appelle sa constitution, prise en un sens beaucoup plus que strictement juridique. Alors l'esprit de cette démocratie, vous voyez bien, c'est le gouvernement de la classe moyenne par la classe moyenne pour un bien commun, dépendant d'abord de la prédominance sans abus de la classe moyenne. C'est pour ça qu'on laisse exister les classes supérieures. Elles ont le droit d'exister, c'est pour qu'elles existent, elles universalisent, elles créent des relations internationales, etc. C'est très très bien. Mais il s'agit de savoir où se situe le centre de gravité, et lorsque ça s'est déplacé, hop, on remet la balle au centre. Et la balle au centre, là, le petit parti, on met la balle au centre. Compliqué. Alors, le capitalisme, l'expression de la liberté et de la propriété des individus créatifs de classe moyenne. Et c'est donc la même chose que la démocratie, pourvu que ce capitalisme ne devienne pas oligarchique. Cette couche a été détestée, n'est-ce pas? Les révolutions de Franklin Roosevelt et de Kennedy furent interprétées comme de telles réactions à l'évolution oligarchique du capitalisme. Alors, certains leaders Tea Party auraient tendance aujourd'hui à estimer que c'est la part de social-démocratie qu'il y a chez Roosevelt et Kennedy était finalement de mauvaises solutions partant d'une bonne intention et voulant traiter des problèmes réels. C'est pour ça que Newt Gingrich, vous pouvez regarder son site si vous le voulez, hein. Vous lisez l'anglais, vous allez sur newt.org, niwt.org, newt.org. Donc, Newt Gingrich a fondé une structure de recherche sur ce sujet qui s'appelle American Solutions, hein, et qui est extrêmement intéressant. Alors, cette classe moyenne est à la fois ouverte et exigeante, d'ailleurs on peut y entrer. Alors, comme ceux qui veulent y entrer, c'est un pays qui a des opportunités réelles, il suffit de travailler, d'étudier sérieusement, de travailler dur. Alors, comme les impôts sont faibles, il suffit de travailler pour parvenir au moins à l'aisance, en profitant des réelles opportunités de réussite que procure la liberté. Donc, dans la même logique, ceux qui sont incapables de s'élever au-dessus doivent être aidés par des structures d'assistance, mais il ne convient pas de leur laisser trop d'influence dans la démocratie.
Alors, je vous passe ce qui vous intéresserait peut-être beaucoup, mais qui serait moins essentiel, que je garde peut-être pour la discussion, qui serait de savoir pourquoi le président Obama a été élu ainsi et puis rejeté. Je me contenterai simplement de vous faire une citation très caractéristique de monsieur le sénateur Marco Rubio, 39 ans, étoile montante de la politique américaine, immigré cubain de deuxième génération, élu en Floride au poste de sénateur. Comment Républicain. Alors il déclarait, un républicain Tea Party, il déclarait en septembre 2010, quand ces élections seront passées, il sera clair pour tous qu'une question avait été posée au peuple américain. Voulez-vous devenir une Europe bis? Et le peuple américain aura simplement répondu non, merci. C'est une très grande conscience de ce dont il s'agit, n'est-ce pas? Alors, sur les positions économiques du Tea Party, certains leaders, et en particulier le sénateur républicain Rand Paul, sont de purs libertariens en économie. Alors c'est une grande différence. Ce qu'on appelle les conservateurs européens ont quand même un faible pour le colbertisme dans l'ensemble. Ils sont plutôt dirigistes, l'État. Bien. Les petits partis, ce sont ce que nous appellerions des libéraux, enfin, des ultra-libéraux, des libéraux tout court en réalité, mais cela dit, il y a peu d'idéologie que je sache dans les positions de Tea Party. C'est-à-dire que le libéralisme économique américain, c'est pas une idéologie, c'est une pratique. Et il se réclame d'une tradition empirique que je propose d'appeler la formule qui marche. Alors, et cette formule qui marche se traduit par une pratique électorale d'une efficacité ravageuse, dévastatrice. Le principe du Tea Party, c'est que de toute façon, il faut des jobs. Les grandes entreprises internationales américaines ne créent plus de jobs aux États-Unis, pas de la France. Quant à l'État, ce n'est pas son métier d'en créer. Patron le plus souvent faible et démagogue, il se montre incapable de contenir la progression des dépenses, de sanctionner les abus et d'imposer la qualité du service. Seul, je vous expose la doctrine du Tea Party, c'est ce que je pense à 100%. Alors, seuls les petits et moyens entrepreneurs sont susceptibles de créer des jobs dans le pays. Le small business ne peut les créer que s'il a les moyens d'investir. Il les a si le fisc ne les lui enlève pas. Toutes les fois que le fisc surtaxe, paralyse les entreprises et tue les jobs. Les grosses entreprises peuvent faire de l'optimisation fiscale et engranger où ils veulent leurs bénéfices. Et pas la même chose pour le small business. Alors, la plateforme du Parti républicain prévoit de défiscaliser 20% du revenu des petites et moyennes entreprises, je passe les détails. Le Tea Party ne représente pas du tout Wall Street et les riches, aux États-Unis aussi. Le big business et la finance, qui étaient derrière George Bush, en grande partie, ont soutenu Obama en 2008. Le Tea Party, au contraire, a imposé un recentrage au Parti républicain. Il représente d'abord la classe moyenne solidaire, petits patrons et salariés ensemble, comprenant qu'ils ont le même intérêt, qui est finalement celui de la démocratie aux États-Unis, parce que s'il n'y a pas de classe moyenne, il n'y a pas de démocratie. Et en même temps, c'est la puissance même des États-Unis. Donc, je ne veux pas entrer sur d'autres questions économiques, parce que ce n'est pas vraiment mon fort. On pourrait dire remarquer simplement que la formule qui marche fait l'impasse, comme les démocrates, les sociodémocrates, sur la question de la dette. Elle ne tient pas compte des facteurs internationaux souvent importants et durables, comme la concurrence extérieure, insoutenable dans bien des domaines, la Chine, en pleine affirmation de puissance. Elle ne tient pas compte de l'immigration, plus fragile, moins rentable que les immigrations précédentes. Une pauvreté nouvelle qui ne semble pas soluble cette fois par le seul travail, la dégradation relative des bases morales et religieuses de cette grande république, le vieillissement et une insécurité relative des groupes qui incarnaient le plus ces traditions américaines. Les caucasiens, comme ils disent,
Les blancs sont 1,7 enfants par femme, les noirs et les asiatiques à 2 enfants par femme, les latinos, c'est-à-dire les américains d'origine, mexicains en particulier, sont à 2,5. Voilà où nous en sommes. Donc en attendant, donc c'est pour ça que tous ces facteurs n'étant pas pris en compte, et il est vraisemblable que la formule qui marche ne donnera probablement pas, s'il n'y a que cela, des résultats aussi performants que l'on s'y attend. Ça, c'est quelqu'un d'aussi intelligent que Newt Gingrich le sait parfaitement. Je vous recommande, si vous voulez comprendre vraiment les États-Unis, la lecture de ce livre To Save America, qui est vraiment extrêmement intéressant. Si vous avez envie en même temps de vous faire plaisir, vous lisez un livre de Bill Donohue, qui est le président de la Ligue catholique. C'est un livre très officiel, qui se vend dans les endroits les plus cathos. On pourrait se vendre ici, je crois. Et ça s'appelle Sabotage laïciste, Secular Sabotage. Comment les liberals, c'est-à-dire la gauche, détruisent la religion et la culture aux États d'Amérique. C'est très intéressant. Si vous voulez, si vous lisez ces 2 bouquins, si vous les feuilletez en tout cas, vous aurez une idée très vivante de l'état des esprits dans 2 personnalités qui sont non pas du tout des extrémistes, peut-être pensantes, établis du mouvement social. Donc, en attendant une idée séduit tout le monde, l'Amérique avait une formule traditionnelle qui marchait. Les bureaucrates de Washington et les intellectuels de gauche ont voulu, les libéraux, comme ils disent, ont voulu remplacer cette formule, fruit de l'histoire, du bon sens et de la vertu, par des constructions alambiquées des idéologies à l'européenne, critique par Burke de la Révolution française, etc. L'échec est patent, il faut revenir à la formule qui marche. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que dans cette formule qui marche, il n'est pas seulement question de job et d'économie, de prospérité, il s'agit aussi de liberté politique. Encore une fois, et j'y reviens, j'y insiste, la liberté, c'est la puissance. La République américaine est aristotélicienne, elle est aussi très côté kantien, illuministe, et vous voulez, et en même temps, elle a un côté machiavélien très, très fort. Donc, toute cette palette. Donc, la liberté, c'est la puissance. La puissance, c'est la propriété. Garantir le gouvernement du peuple par le peuple, c'est protéger la propriété du peuple, c'est-à-dire de la classe moyenne. La démocratie, c'est cette propriété privée et son capitalisme. Donc, les 2 mamelles du despotisme, c'est le socialisme et le fisc. La vigilance s'impose. Il n'y a pas de liberté sans vigilance, disait Thomas Jefferson. C'est le prix à payer pour garder la liberté. Les USA commencent en 1713 avec le refus de l'impôt sur le thé. C'est Boston qui porte. Alors, c'est très important de voir que si l'État s'empare d'une trop grande partie de la propriété des citoyens, ce n'est plus la démocratie. Les citoyens se remettent à avoir peur les uns des autres lorsqu'ils redeviennent libres de se piller. Les élections deviennent un système dans lequel on promet à ceux qui voteront pour vous de leur donner les dépouilles de ceux qui ne voteront pas pour vous, n'est-ce pas? Et avant, éventuellement, d'ailleurs, de faire le contraire. Donc, la critique par Newt Gingrich dans son livre sur To Save America, sur la critique du fisc et la fiscalité excessive, ils savent bien que l'État a des besoins et des fonctions qu'il faut financer. Et aussi de la régulation est extrêmement précise. Je vous le répète, je l'ai déjà dit, mais je crois que c'est très important. Le gros business paye ses lobbyistes pour imposer des régulations qui lui permettent de racheter le petit business étranglé par ces régulations qui ne sont en fait que des clauses de concurrence déloyale obtenues par corruption. C'est pour ça qu'il y a des institutions, fédérales ailleurs qu'aux États-Unis qui s'intéressent au fromage. Il y a des choses comme ça. Il y a d'autres raisons. L'idéologue y gagne en satisfaction de sa volonté de puissance dogmatique. Le haut fonctionnaire y gagne en pot de vin, en satisfaction de sa volonté de puissance bureaucratique. Le prolétaire y perd en termes d'emploi, mais il peut y gagner en termes de ressentiment satisfait. Le socialisme prospère sur l'appauvrissement des patrons et des salariés et la destruction de la classe moyenne. Il détruit la démocratie. Alors, dans cette physique sociale, il est évident qu'il n'y a plus de démocratie quand l'État se permet de confisquer une portion exagérée de la propriété privée.
et qu'une démocratie sans une masse suffisante de riches, forcément en majorité petits et moyens, est une contradiction dans les termes. Donc la défense du capitalisme et de la propriété privée aux États-Unis ne s'inspire pas, autant que nous sommes tentés de le dire, d'une sorte d'égoïsme instinctif du possédant. C'est lié absolument à l'idéal de liberté, lorsqu'il n'est pas simplement une idée abstraite qu'on plaque sur la réalité, et qu'on en voit les conditions en termes de classe sociale et d'assises des dites classes sociales. Alors quelques mots maintenant, si vous voulez bien, sur les positions culturelles du Tea Party, en particulier la religion et la liberté religieuse. Voilà, alors le Tea Party s'inscrit dans la tradition culturelle de la démocratie américaine, Dieu et la liberté. Les deux fondements de la culture de l'Amérique. Je signale que Barack Obama s'efforce d'occuper le même terrain. Alors, le conservatisme, ce qu'on appelle le conservatisme, se marque aux États-Unis par un certain regain de religiosité collective explicite. Il y a l'US Naval Academy, donc l'école navale à Annapolis, pendant plusieurs mois. Tous les repas officiels commencent par la bénédiction, une bénédicité qui est donnée par le chapelain, qui est catholique ou protestant, enfin, il opère en tant qu'homme de Dieu. Et à la fin, toutes les autorités qui font un discours, de toute façon, bénissent le bon peuple, disant God save America, God bless America, God bless you. Donc, la tradition américaine reste celle d'une démocratie religieuse, comme Tocqueville l'avait déjà noté avec précision. Alors, ça tétanise les Européens, enfin, surtout les médias, mais je ne comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, l'homme est un animal religieux, n'est-ce pas, et son irréligion n'est jamais qu'une forme de religiosité à l'envers, n'est-ce pas. Donc, les irréligieux, très souvent, ont peur de Dieu, comme le Moyen-Âge avait peur du diable, c'est étonnant, n'est-ce pas. Alors, on a l'impression qu'il va sortir partout, là, derrière un rideau. Alors, il faut tout le lâcher. Bref, pourtant, dans la campagne électorale, il n'est jamais question presque que d'économie, les réductions d'impôts, la loi sur l'assurance maladie, etc. Mais le combat culturel est sous-jacent, parce que comme je vous l'ai montré, la culture est structurante pour l'économie. Alors, je vous passe les détails. L'histoire de Glenn Beck. Glenn Beck, c'est un présentateur de télévision, qui paraît souvent sur Fox News ou ailleurs, et il est mormon d'ailleurs. Il était catholique, je crois, il est devenu mormon après, grâce à des péripéties personnelles. Et dans un grand meeting qui a été la première manifestation officielle du Tea Party à Washington, il a parlé de rappeler la nation à Dieu, to call nation back to God. Donc il n'a fait rire absolument personne. Moi j'ai lu les journaux, y compris les journaux de gauche américains. Ils se contentent de rapporter dans le courrier de lecteur de manière équilibrée le pour et le contre. Donc la religion est vraiment une question d'actualité qui est en particulier nourrie par le défi de l'islam. Alors, New York Times du 28 septembre 2010, page A17, fascicule A, page 17. Il rapporte les propos tenus la veille à Albuquerque, Nouveau-Mexique, par le président Obama. Début de citation. Jésus-Christ, mourant pour mes péchés, a parlé de l'humilité que nous devons tous avoir en tant qu'êtres humains. Nous sommes pleins de péchés. Nous faisons des fautes et des erreurs. Et nous n'obtenons le salut que par la grâce de Dieu. Fin de citation. Amen. Donc, alors, peu de temps après, les élections, j'ai vu intervenir au téléphone sur C-SPAN, qui est la grande chaîne politique de Washington, une dame qui disait qu'elle avait voté démocrate depuis 42 ans et que maintenant, pour la première fois, elle avait voté républicain. Alors pourquoi? Parce qu'elle était tellement outrée, so upset, parce que non seulement le président n'avait pas de religion, mais qu'en plus, c'était un hypocrite qui faisait semblant d'en avoir. C'était l'opinion de madame. Donc, vous voyez comment le rejet de Washington et de l'élite laïciste pousse certains Américains à se décrire comme une démocratie croyante que tente de dénaturer une aristocratie athée. Donc, Newt Gingrich, toujours lui, a produit avec sa femme Calista une très intéressante vidéo d'1 heure environ, qui est vendue dans le commerce ou sur son site, où la faire livrer, et qui s'intitule « Redécouvrir Dieu en Amérique », « Rediscovering God in America ».
Et il y montre combien l'histoire a produit aux États-Unis, empiriquement, une liaison très forte entre religion et liberté religieuse. C'est une histoire très différente. Ça ressemble un peu à la Pologne, à cet égard, si vous voulez. La laïcité américaine repose sur une connexion historique établie aux États-Unis entre la religion et la liberté, entre la religion et la liberté religieuse. Cette connexion, donc, peut nous sembler paradoxale, mais fait partie de toute l'histoire des États-Unis. Alors, outre ces positions religieuses, qui ne sont pas vraiment très spécifiques du Tea Party. Vous savez, Madame Nancy Pelosi, qui est la bête noire du Tea Party, et qui est la chef de la gauche américaine, et est à la messe tous les dimanches, n'est-ce pas? Bon, c'est comme ça. Mais elle ne fait pas semblant, manifestement, c'est comme ça. Donc, bref. Et John Bonner, qui lui a succédé, lui, c'est catholique. Beaucoup de catholiques dans la politique aux États-Unis. Donc, le débat sur l'avortement est plus vif que jamais aux États-Unis. Alors, les candidats républicains sont en général pro-life, et pratiquement tous les Tea Party le sont. Alors, les démocrates préfèrent ne pas trop attaquer sur ce terrain, car les sondages montrent que depuis 2009, la majorité du peuple américain estime que l'avortement est moralement mauvais le plus souvent, et que l'avortement est trop facile à obtenir aux États-Unis. Ça, ce sont les sondages effectués par les Rasmussen Reports, c'est l'IFOP américain. Bon. Alors, interrogé sur l'avortement, Barack Obama déclare sobrement qu'il le veut sûr, safe, légal et rare. Un républicain n'insiste pas, je passe. Lorsqu'on pose des questions sur C-SPAN lors des débats pour l'élection sénatoriale au Kentucky, je juste regarder entre Rand Paul et Jack Conway, Rand Paul républicain, Jack Conway démocrate, l'arbitre, car c'est le vrai arbitre, leur demande où il se situe sur l'avortement. Paul dit, un médecin ophtalmologiste, il dit je suis 100% pro-life, donc 100% pro-life, et c'est tout. Et il dit je pense qu'il faut inscrire par un amendement à la Constitution le droit à la vie de manière plus précise. Et Conway répond non moins brièvement qu'il est pro-choice, mais qu'il désire que l'avortement ne soit pas fréquent. On demande à Paul s'il veut ajouter quelque chose, il hoche la tête en disant non, je pense que ça suffit pour nous distinguer. I think that is quite distinctive. Donc c'est ça, c'est comme ça que les choses se passent, si vous voulez. Alors, pauvreté et capitalisme, la formule qui marche, je vais le reconnaître, laisse dans une vraie pauvreté un certain pourcentage de population qui, pour certaines raisons, n'y arrive pas. Les critères sont sans doute trop exigeants, la compétition trop forte. Alors les Américains les plus religieux, c'est-à-dire les catholiques et les évangéliques, se soucient de cette question, et en général ils le font en cohérence avec la formule qui marche. Donc ils disent, en gros, s'il n'y avait pas la formule qui marche, il y en aurait plus, ce serait pire pour eux. Et puis, il n'y a pas une très grande sensibilité sociale, pas une culpabilisation, je dirais, de la liberté économique par le socialisme et la pauvreté. Par exemple, dans les premières pages, Newt Gingrich cite Saint Paul aux Thessaloniciens. Alors, ce qu'il cite, c'est si quelqu'un ne peut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Alors, les Américains religieux s'efforcent de rendre cohérente leur religiosité dans l'ensemble chrétienne avec la relative indifférence de leur culture économique et politique à la condition des pauvres. Alors, cette tension se marque notamment dans les débats sur l'assurance maladie que je suis censé vous épargner si je veux être loyal, et quel avenir pour le Tea Party. En fait, je n'ai pas une boule de cristal pour dire quelque chose éventuellement. Une scission entre les partis, l'opposition rigide, etc. Je pense que le mieux, c'est que je vous remercie de votre attention et de votre passion à la discussion. Henri, merci pour la multitude de fenêtres que vous avez ouvertes dans le gratte-ciel édifié. Nous sommes fascinés par cette Amérique qui surgit sur notre horizon comme si nous étions sur le panneau des immigrants, voyant arrivant devant la Statue de la Liberté.
superbe paysage, trop rapidement esquissé. Je sais que les contraintes que nous vous avons imposées sont redoutables, alors qu'il y aurait tant de livres. Et j'espère simplement que nos auditeurs auront, comme je l'ai eu, acquis ce goût d'aller voir, de savoir, en sortant des œillères que nous inflige une vision trop imprégnée du prisme idéologique de la vieille Europe. Non pas pour renier notre vieille Europe, puisque nous en sommes et que nous ne renierons pas notre patrie, mais parce que nous avons besoin d'en ouvrir les fenêtres et de faire rentrer un peu d'air frais. Mais sans plus attendre, je vais inviter donc nos jeunes panélistes à ouvrir le débat en vous posant les premières questions. D'ailleurs, vous les avez invités à le faire, vous les avez pressentis, et vous allez voir comment on peut aborder toute une série de questions qui nous concernent également de façon très directe pour ce qui a trait à notre propre vie politique. Oui, merci. Alors, je vais changer d'instrument, c'est plus facile, si ça veut bien suffire. Voilà, non, je ferme l'autre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est beaucoup mieux, je peux comme ça me tourner vers nos interlocuteurs. Alors, si vous me le permettez, la galanterie nous invite à commencer peut-être par une question qui viendra d'Amélie de Colline. Amélie, vous avez la parole. Alors, vous avez bien dit que le Tea Party était fortement lié à la culture et à l'histoire des États-Unis. Mais alors, comment, du coup, est-ce que cela explique que le Tea Party soit aussi mal perçu en France, alors qu'une grande majorité des Américains le considèrent comme bon pour leur système politique? Ce qui me semble, c'est que le Tea Party est très mal vu. J'ai lu tout ce que j'ai pu lire dans les meilleurs journaux, enfin les journaux les plus tenus pour les meilleurs. Le Monde, le Figaro ne m'a pas paru informatif. Je le regrette, hein, et je pense que sur d'autres sujets, ils sont meilleurs, sur ce sujet, ils sont mauvais. Alors, je pense, plus grave, qu'ils sont mauvais parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne comprennent pas l'authentique tradition américaine. Et je pense qu'une des raisons pour cela, c'est qu'ils ne se rendent pas compte que cette tradition américaine n'est rien d'autre en grande partie que les partis censurés par une amnésie volontaire dans la tradition de la culture et de la culture politique de l'Europe. Bien entendu, les racines chrétiennes, les racines classiques irriguent cette culture politique. Dieu et la liberté, c'est-à-dire les deux grandes forces qui travaillent dans le monde, ne sont pas séparées. Elles sont unies. C'est une des raisons fondamentales pour lesquelles ce pays a été en quelque sorte l'arsenal du monde libre. Alors, la presse ne fait pas un bon travail parce qu'elle ne montre pas que ce qui s'exprime là, c'est le milieu, c'est la base, c'est la classe moyenne. Non pas la classe moyenne inculte, ou la classe moyenne méprisée par l'intello ou par l'oligarque de service, c'est vrai qu'ils sont prétendus démocrates et qui méprisent le peuple. C'est la classe moyenne possessionnée, digne, et qui comprend bien les nécessités de l'État. Il faut qu'il y ait des leaders, il faut qu'il y ait une organisation, et puis il y a des gens qui peuvent réussir au-delà de la norme, et c'est très bien pour eux. Et d'ailleurs, s'ils sont un peu dignes, s'ils ont un peu de vergogne, ils redistribueront quand ils auront fait fortune le tiers ou la moitié de ce qu'ils auront gagné, ce qui paraît à peu près décent, et ainsi de suite. Donc, c'est ce qui est la cause de cette incompréhension, c'est l'oubli de segments
important, de strates importantes de la culture politique, la culture classique aristotélicienne, la culture classique, je dirais, chrétienne, surtout protestante aux États-Unis. Et par conséquent, quelque chose d'unilatéral qui anthropologiquement est beaucoup moins complet, qui historiquement est beaucoup moins cohérent et qui permet beaucoup moins de comprendre. La raison, vous comprenez, on ne devient pas number one dans un domaine, et à plus forte raison dans le monde, uniquement parce qu'on est stupide et méchant. Ça n'a pas de sens. Ce genre de réussite historique n'est pas possible, comme l'Empire romain ou l'Empire britannique ou la France de Louis XIV, sans des qualités intellectuelles, morales, sociales, politiques véritablement exceptionnelles. Donc, si nous voulons, je dirais, rentrer dans l'histoire, ce qui à mon avis est un bon but pour nous, si nous voulons rentrer dans l'histoire, il faut nous réapproprier notre culture. C'est tout. Tant que nous vivrons dans une amnésie volontaire ou imposée, nous parlerons la langue de bois, nous ne saurons pas qui nous sommes, nous dirons des sottises. Voilà. Et nous serons incapables de prendre des décisions appropriées et raisonnables. Donc, je crois qu'on peut ajouter aussi peut-être que l'image du conservateur européen, en tout cas français, se trouve immédiatement projeté sur le conservateur américain. Et le conservateur français, généralement, est plutôt dirigiste. En majorité, les libéraux sont une économie, sont une exception, alors que le conservateur américain est libéral au sens européen du mot. Politiquement, le conservateur français regarde la démocratie généralement avec une certaine distance et je dirais il a un certain goût pour les formules d'autorité. Voilà ce qu'on peut dire. Et il éprouve un vif ressentiment, plus ou moins marqué, ou une distance par rapport à la révolution, un certain nombre de choses de ce genre. Le conservateur américain fait corps avec la révolution américaine, conservateur américain, et ils se sont démocrates dans l'âme. Et une démocratie intelligente, parce qu'elle est sûre d'elle-même, laisse exister des éléments oligarchiques, admet une structure fédérale qui est une structure de pouvoir très forte au service justement de la démocratie. Il admet aussi des éléments d'aristocratie. Je veux dire, on ne va pas faire élire au suffrage universel les professeurs d'université, ça n'a pas de sens, n'est-ce pas, ou les artistes, ça n'a pas de sens, ainsi de suite. Donc, du point de vue donc, de la culture politique, du point de vue politique, du point de vue économique, les conservateurs les conservateurs européens ou français sont très différents des conservateurs américains. Je pense que si les conservateurs français voulaient avoir un business politique qui marche, il y aurait une mise à jour du logiciel qui serait très sévère, mais qui s'imposerait de manière à pouvoir opérer des discernements en nombre important qui leur permettraient d'être des vrais conservateurs, c'est-à-dire d'incorporer en eux la totalité de la tradition française. C'est relativement difficile, c'est une tradition polarisée, souvent contradictoire et conflictuelle. Je ne sais pas si j'ai répondu. Enfin, vous voyez qu'en règle générale, de toute façon, on comprend bien aussi qu'il y ait dans la réalité objective du Tea Party, pas seulement dans l'image qu'on s'en fait, des éléments qui suffisent à ce que, je dirais, un esprit, un journaliste moyen, je dirais de gauche, pas particulièrement idéologie, déteste foncièrement, cordialement et instinctivement cette chose dont tout le monde parlait. Et Le Monde a récemment montré le rattachement du mouvement des Tea Party aux penseurs de l'école française du libéralisme, notamment Tocqueville, Constant, Bastiat. En quoi les racines du Tea Party peuvent-elles être considérées comme françaises en partie?
va-t-il être exportable en France? Alors, la question de l'exportation, c'est encore autre chose. C'est un sujet à part. Je pense que les Américains aiment beaucoup Tocqueville. Alors, pour les autres auteurs que vous avez cités, je pense en effet qu'il y a beaucoup d'auteurs français qui, curieusement, ont une vie plus importante, une vie posthume aussi, plus importante aux États-Unis qu'en France. Regardez Jacques Maritain, par exemple. Je ne connais pas beaucoup en France. On a même des prophètes dans son pays, disait Jésus. Donc, il est certain donc, que non seulement Tocqueville, que Raymond Aron a réussi à mettre parmi les classiques de la pensée politique française, mais effectivement des auteurs comme Bastiat ou Benjamin Constant sont plus en phase, je dirais, avec la culture américaine. Simplement, je ne connais pas suffisamment peut-être pour vous en parler. Concernant l'exportation du Tea Party, l'exportation. Vous voyez, d'abord faut-il exporter? Je ne sais pas. Moi, je pense que il y a American Solutions, il y a French Solutions, il y a European Solutions. Les bonnes solutions sont des solutions qui sont en cohérence avec une histoire. Sinon, c'est quelque chose qui est fabriqué et qui ne marche que qu'en coupant la tête, ou ce serait tout de même en imposant l'amnésie. Donc, voyez-vous, je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs qui rendent difficilement pensable, aujourd'hui en tout cas, une telle imitation ou exportation, un phénomène comparable. D'abord, la blogosphère est encore beaucoup trop peu dense pour cela. C'est quelque chose de très fondamental. D'autre part, comme je vous l'ai dit, le logiciel conservateur, le logiciel libéral est trop faible. En fait, ce qu'on appelle les libéraux sont des libéraux qui n'osent pas être libéraux, qui sont sociodémocrates, qui ont toutes des bonnes raisons de l'être. Peut-être que l'Europe n'est pas les États-Unis, mais c'est quelque chose de différent, tradition étatique, bref, je passe. Mais cette culture politique conservatrice à mon avis, n'est pas véritablement conservatrice en un sens vivant. Pour être un conservateur vivant, comme, je ne sais pas, Peggy a essayé d'en être un, mais il était trop littéraire, si vous permettez l'expression, pour l'enthousiasme et le tempérament ne suffisent pas à emporter les contradictions conceptuelles, et les détruire. Il y a un travail plus minutieux qui est à faire. Mais, par exemple, vous avez le jacobinisme en France. Le jacobinisme, c'est quelque chose d'important. La réforme de l'État dont on parlait, Jérôme, tout à l'heure, réforme de l'État, c'est pas simplement un ensemble de procédures, c'est pas la LOF, c'est pas les vérifications des finances publiques, des choses comme ça. Ne sont pas des réglementations. C'est le jacobinisme dans les têtes. Dans le jacobinisme dans les têtes, l'État ne sera pas réformé. Donc c'est autre chose. Alors comment réformer, comment enlever le jacobinisme tout en gardant la France, essayer de voir qu'est-ce qu'il pouvait y avoir de bon dans cette idée, s'il y a quelque chose de bon. Intéressant. Avant d'opter pour le conflit, il faut toujours opter pour un essai de compréhension, n'est-ce pas? Donc, pareillement, il y a des traditions socialistes qui sont très importantes. Il ne faut pas complètement demander aux gens de manger leur chapeau. Alors, il faut que ces traditions, il y a des traditions communistes qui restent beaucoup plus profondes qu'on ne pense. Il y a des traditions autoritaires, colbertistes, des traditions réactionnaires très fortes. Tout ça, ça fait une culture qui est beaucoup plus complexe que celle des États-Unis, beaucoup plus de strates, beaucoup plus de friction dans ces strates.
Et je pense, moi, que la première condition pour que quelque chose comme ça soit exportable, c'est pour qu'il y ait un vrai renouveau politique, avec un vrai renouvellement du personnel politique, ça c'est pas nécessaire, hein, et un vrai renouvellement, je dirais, capacité de ce pays de se réformer. Il faut un travail de renaissance culturelle permettant de se réapproprier de manière synthétique la totalité de ces couches. Voilà. Est-ce possible? Si c'est pas possible, probablement la renaissance et la réforme sont impossibles. Voilà. Ben justement, Jérôme de Saint-Chamond, vous enchaînez? Merci, Henri. On va revenir sur la politique américaine et sur l'implication du Tea Party au sein de cette politique américaine. Merci de nous avoir présenté le mouvement du Tea Party qui lutte contre la dénaturation de la Constitution pour le maintien de la liberté de l'entreprise, l'indépendance, le maintien de la responsabilité individuelle et contre la mise en place d'une doctrine d'assistanat ou de trop de redistribution. Alors moi je m'interroge sur la véritable, plus spécifiquement sur la véritable crédibilité du mouvement comme une véritable force d'opposition au sein de la politique américaine et sa réalité dans l'univers républicain. Parce que pour moi, un parti ou un mouvement au sein de l'aile républicaine qui voudrait s'imposer devrait avoir la capacité, premièrement, de se démarquer d'une simple fonction tribucienne en présentant un programme très concret, puisque l'idéologie n'est pas suffisante pour s'imposer. J'ai l'impression que de ce point de vue-là, le Tea Party a quelques faiblesses. Deuxièmement, la crédibilité passe par la capacité à parler de manière unie. Et on a vu, ne serait-ce qu'au congrès en février 2010, des différents mouvements du Tea Party. On ne parle même pas de Tea Party, on parle des mouvements des Tea Parties. Voilà. Quelle est vraiment sa capacité à s'unir pour parler de manière cohérente. Et troisièmement, la crédibilité, pour moi, est basée sur la manière dont les Tea Party pourraient avoir la capacité de présenter des leaders compétents. On a vu qu'il y en avait, mais surtout indépendants. Et de ce point de vue-là, au sein de l'aile républicaine, il y a Marco Rubio, mais on peut voir aussi que Marco Rubio est soutenu par Dick Cheney, membre de l'establishment, par Donald Rumsfeld, membre également de l'establishment. Alors, je me pose la question, dans quelle mesure ce mouvement est-il à même de présenter un programme concret, de manière unie, et par des leaders vraiment indépendants? En clair, est-ce que le Tea Party est véritablement doté de cerveau, avec des idées, mais est-ce qu'il y a véritablement des praticiens? Ils ont... Alors, merci. Il y a plusieurs questions dans cette intervention. On peut dire fort pertinente, car elle l'est. Alors, il y a d'abord la question du rapport entre le Tea Party et le Parti républicain. Bon. Lorsque le Tea Party a émergé, deux options étaient possibles, soit créer un tiers parti, soit, je dirais, rester dans le Parti républicain. C'est cette seconde option qui a été adoptée. Vous remarquerez qu'elle a été adoptée de manière unanime. Donc, d'autre part, ce qui s'est passé, c'est que le Tea Party a procédé à ce qu'on appellerait dans les affaires une prise de contrôle partielle du Parti républicain. Et de son côté, le Parti républicain a procédé à une adoption. Et donc, si je pense que les idées dominantes, les idées directrices seront celles du Tea Party. Après, une idée, un concept philosophique, si vous voulez, une politique très élevée, doit se traduire dans un
mécanismes opérationnels, et ça c'est tout un travail législatif. Alors, pour ça, je pense que le parti républicain ne manque pas, vous prenez le président de la Chambre des représentants, John Boehner, ça c'est un parlementaire chevronné. Vous avez Paul Ryan de Wisconsin, si ma mémoire est bonne, qui est l'équivalent du président de la Commission des finances à la Chambre des représentants. C'est un républicain, il n'est pas Tea Party, mais il est l'auteur d'un programme extrêmement détaillé sur toutes les questions de fiscalité, de dette, de machin. Et c'est lui qui est en train de s'appuyer, je dirais, le travail qui consiste à transformer les idées en mécanisme opérationnel. Je pense qu'un État comme de la puissance des États-Unis ne manque pas de bons techniciens et d'administrateurs de première catégorie qui sont capables de faire ce métier. S'il y a des directions politiques claires qui sont données, on trouve des administrateurs, des hauts fonctionnaires qui font le travail et qui font des propositions. Si le politique n'est pas content, il envoie le travail jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose qui lui plaît. N'est-ce pas? Et par ailleurs, les parlementaires, eux aussi, sont capables de faire le travail. Donc, c'est là qu'est importante cette tactique qui a été adoptée, qui était très rassurante, de fondre ensemble le Parti républicain et le Tea Party, qui n'est pas un parti, c'est un mouvement social. Le Tea Party, c'est comme on parle de la surprise party, c'est pas le parti politique, c'est une équivoque. Parce que ceux qui auraient été effrayés par le caractère révolutionnaire du mouvement ont été rassurés. Par exemple, c'est le GOP, le grand parti républicain, depuis 1848, ça c'est une date, ça fait partie de ces mastodontes, les dinosaures, voilà. C'est rassurant. Le jour où le Parti républicain dressera des échafauds, les poules auront des dents. Donc, on n'en est pas là. Même à la fin de la guerre de sécession, on n'a fusillé personne. Et les sudistes se sont rentrés chez eux avec leurs fusils. Il faut quand même le savoir. Donc, ceux qui auraient été effrayés par le caractère un peu révolutionnaire du Tea Party ont été rassurés par l'existence, par la structure du Parti républicain. Quant à ceux qui auraient été dégoûtés par le Parti républicain, eh bien, ils ont été en quelque sorte mis en appétit par les condiments du Tea Party. Parce que ça s'appelle le Job Approval Rate, c'est-à-dire le taux d'approbation du travail des républicains le taux de désapprobation du travail des républicains était de 75%. Donc, les 75% des Américains pensaient que les républicains faisaient du mauvais travail à la Chambre. 65% pour les démocrates. Ils ont gagné les élections par cette association. N'est-ce pas? Donc ça, c'est un premier élément. Moi, je pense que, d'autre part, c'est le propre d'un parti comme celui, d'un mouvement comme celui du Tea Party, d'avoir, surtout pour programme, un laisser-faire organisé, je dirais, et un laisser-faire bien tempéré. Je prendrai l'exemple, si vous voulez, de la loi sur la santé, n'est-ce pas? La loi sur la santé. Je ne peux entrer dans les détails, parce que c'est un sujet qui est affreusement technique, qui dans sa technicité me dépasse tout à fait. Et il y a deux choses que je vois clairement. Et la première, c'est que ce que veulent, disent les Tea Party, c'est ceci. Premièrement, s'il y a une sécurité sociale, elle doit être gérée au niveau des États, des régions, et non pas au niveau de l'État fédéral. Parce que le système de la loi Obama, la santé, ils appellent l'Obamacare, et la loi sur la santé, c'est comme si on faisait une sécu à la française, basée à Bruxelles, n'est-ce pas? Vous voyez le truc? Donc, non, les Américains se disent, ça va pas, ça ne va pas. Et le fait d'avoir présenté ça de la part du président Obama, ça l'a complètement coulé. Donc,
Alors, d'autre part, sur la question de fond, les Américains disent, dans la question de l'assurance maladie, il y a deux éléments. Il y a un business d'assurance qui, d'une certaine façon, est un peu comme les autres, jusqu'à un certain point, avec des spécificités qu'il faut respecter. Il n'y a aucune raison que ce business ordinaire de l'assurance santé ne soit pas laissé au marché avec sa concurrence et son efficacité normale, moyennant que le fonctionnement, enfin je dirais le contenu des contrats tienne compte de clauses d'équité qui sont fixées par l'autorité publique. Deuxièmement, dans la couverture, il y a tout un ensemble il y a tout un autre et un second domaine qui lui ne relève pas d'un business normal. C'est ceux qui, je pense, sont malades depuis leur enfance, enfin, ou les déshérités absolus, fait que c'est une autre chose. Et ça relève de notre système. Donc on voit combien l'idée, c'est de laisser au marché, sinon ça va se traduire par un prélèvement énorme de la puissance publique avec des effets qui sont que les Américains ne pensent pas heureux du point de vue des jobs, parce que les compagnies d'assurance sont, comme vous le savez, des entreprises qui engrangent leur chiffre d'affaires au début de l'exercice et qui donc sont structurellement des investisseurs, n'est-ce pas ? Et donc, on comprend que transformer ainsi l'économie générale du business de l'assurance santé, ça risque, pense-t-il, de nuire beaucoup. Alors, quant à la crédibilité du mouvement, je pense qu'elle est sérieuse à cause de la présence comme je vous dis, des parlementaires chevronnés, et puis de l'émergence de ces valeurs que par ailleurs les vieux crabes de l'administration précédente reviennent et aient envie de jouer les conseillers auprès des jeunes loups. Ça ne me paraît pas anormal. Ça, c'est la politique à vieux joueur, n'est-ce pas? C'est très bien. La question, après, que voulez-vous que je vous dise? Après, nous sommes dans un domaine de contingence. La confiance, ça ne se commande pas. Donc, ça se gagne. Ça se gagne aussi en étant profondément en cohérence avec la tradition culturelle dans laquelle on agit, en étant loyal à la Constitution et en donnant l'impression qu'on a des bonnes solutions pour que les gens y travaillent et que le pays soit en sécurité. Et puis quelques autres choses de ce genre. Est-ce que j'ai répondu? Merci beaucoup. On en reste sur les programmes concrets. J'avais un tout petit élément qui me paraît un peu contradictoire au sein du mouvement des Tea-Parties. C'est leur point de vue que j'ai mis en fait sur la réduction ou non des dépenses militaires. À savoir que du point de vue des Tea-Parties, on cherche à baisser absolument la place de l'État et ses dépenses. Et quelle est, étant donné qu'ils font partie quand même de l'aile républicaine qui a parfois une dimension messianique, quel est leur point de vue sur... voilà, est-ce qu'ils font partie d'une branche qui a cette dimension ou non, sachant qu'il y a plusieurs tendances au sein des républicains? Alors, c'est plutôt vous comprenez bien que dans un mouvement qui comprend des centaines de milliers, des dizaines de milliers de personnes, il peut y avoir une grande diversité d'opinions. Il me semble que le lobby militaro-industriel, si vous voulez, et qui existe toujours, et qui de toute façon est nécessaire à la puissance au leadership mondial des États-Unis, était plutôt derrière George Bush, qui fait partie du big business, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il y a des tentations, c'est intéressant, il y a des tentations d'isolationnisme, si vous voulez, et un certain nombre de personnes du Tea Party, justement toujours Rand Paul, ont tendance à penser que l'impérialisme, assumer la fonction d'empire,
et peut-être incompatible avec la démocratie telle qu'ils l'entendent. C'est un problème aussi vieux que Jules César, que de savoir comment la République romaine peut acquérir un empire tout en restant une république, n'est-ce pas? Alors faut-il sacrifier l'empire à la République à l'empire? C'est une question qui est posée normalement par l'extrême gauche américaine. Un point très intéressant. La théorie du complot, par exemple, le complot des militaires, le complot des plutocrates, etc. Ça fait partie, en France, c'est plutôt à droite, même très à droite. Aux États-Unis, c'est plutôt très l'extrême gauche qui sort ce genre de conception. Donc, d'une certaine façon, le fait que déjà des petits partis soient isolationnistes montre bien qu'en fait, ils ne sont pas à gauche au sens où la gauche c'est la démagogie, le socialisme, etc. Ou que la droite c'est l'autoritarisme. Ah non, ils sont une classe centre, une classe moyenne, et à la limite, ils auraient aussi bien pu, si le Parti démocrate avait pensé autrement, opter pour une prise de contrôle partiel du Parti démocrate. C'était impossible pour un certain nombre de raisons, en particulier les choix culturels, de ce qu'on appelle les questions sociales. Voilà. Si nous enchaînons, c'est à vous, Étienne. Je reviens sur la dimension religieuse du Tea Party. Notamment, je voudrais savoir comment se positionnent les catholiques. J'ai l'impression qu'il y a une certaine sympathie, mais également un certain scepticisme. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu plus sur cette question? J'ai parlé, un des entretiens les plus intéressants que j'ai pu avoir pendant mon séjour était avec l'aumônier en chef de l'école navale, catholique. Et j'ai pu observer qu'il était extrêmement réservé par rapport au mouvement Tea Party. Par ailleurs, il y a d'autres personnalités qui, au contraire, sont je dirais, plus sympathisantes. J'ai pu parler avec telle personnalité dominicaine de Washington qui estimait que c'était globalement très positif. Donc, vous voyez, il y a les esprits sont partagés. Les catholiques américains sont un peu comme nous, c'est-à-dire ils sont partagés entre une frange, je dirais, comment pourrait-on dire, le progressiste, si vous voulez, libéral, je dirais, des États-Unis, et une frange plus, et plus qu'une frange conservatrice. Globalement, l'ensemble est infiniment plus conservateur que l'Église de France. Ça me paraît incontestable. Alors, ce qui me paraît profond, c'est que le clivage catholique-protestant existe. Par ailleurs, il faut bien voir que la moitié il y aura bientôt une moitié de catholiques qui seront sinon des anglo-saxons, du moins des Européens, d'origine, donc des Italiens, des Irlandais, et il y a des Polonais, les trois grands groupes, n'est-ce pas? Et puis il y a les Mexicains, les Costaricains, etc., les Latinos. Alors, ceci est extrêmement intéressant parce que le catholicisme américain ne peut pas adhérer à une conception de la tradition américaine qui, je dirais, le couperait en deux. Les protestants n'ont pas ce problème, beaucoup moins de latinos qui sont protestants. Donc, ce qui me semble, c'est que il y a une question qui est en train de se poser, de toute façon, qui est de manière très nette, qui est la question des pauvres. La question des pauvres n'est probablement plus soluble aujourd'hui par un simple accès quasi automatique des déshérités
qui est spécial. Hein. Donc, il y a quelque chose à revoir pour le logiciel, si vous me permettez l'expression, américain. Et les catholiques américains sont certainement ceux qui sont le plus en mesure de le faire. Parce qu'ils y sont forcés, sinon ils perdent leur communion interne. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que c'est vrai que des gens comme Newt Gingrich, par exemple, qui était protestant, qui s'est fait catholique, pour diverses péripéties personnelles, sont conscients de ça. Newt Gingrich, par exemple, a pris des positions, il n'y a pas si longtemps, sur la question de l'immigration. Pour eux, c'est une immigration musulmane, c'est une immigration catholique, une immigration catholique sud-américaine. Il a pris donc des positions extrêmement ouvertes, en quelque sorte. Et je pense qu'il les a prises en tant que catholique, il les a prises en faisant un risque, en prenant un risque politique, à la fois pour lui et pour son pays. Il pense, d'ailleurs, probablement de manière exacte, qu'il y a une capacité d'attraction, la capacité d'attraction des États-Unis d'Amérique, l'esprit, du rêve, en quelque sorte, et la culture est capable d'une assimilation puissante. Donc il prend ce risque. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je crois aussi que c'est vrai qu'il y a peut y avoir dans le Tea Party, quelquefois dans la sensibilité générale, un caractère un peu, comment dire, protestant, un peu, comment dire, enfin, un peu tolérant, je dirais peut-être. Je ne sais pas, mais c'est une. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je vais la reposer, on va la reformuler autrement. Ou si quelqu'un. Les évêques américains, à ma connaissance, n'ont pas pris. L'avortement, mot-clé. Aux États-Unis, c'est l'avortement, le mot-clé. L'avortement. L'avortement. Oui, l'avortement, c'est ce que je pense qu'on en a parlé. Excusez-moi, mais Obamacare, comme vous dites, finance l'avortement. Et c'est à la suite de quoi est né le regroupement de tous les gens qui ne veulent plus l'avortement, se sont regroupés et le Tea Party est parti de là. Je vous parle de la base. Moi, je suis américaine, depuis 38 ans, donc je vote républicain parce que je suis catholique et que c'est traditionnel. Les démocrates sont devenus rebelles. Alors, ils veulent l'avortement, ils veulent l'homosexualité, ils veulent l'euthanasie, ils veulent tout ce qui est destruction. Et c'est là-dessus qu'on fait les votes. Et le Tea Party a fait un regroupement de tous les gens qui étaient suffisamment idéalistes, sans s'appeler démocrates ou républicains, pour pouvoir voter sur ces valeurs et dire non à l'avortement. Ça, c'est la grosse chose aux États-Unis. Pour les catholiques, c'est essentiel. Alors, chère madame, excusez-moi, mais ce mot-clé, vous n'avez jamais dit le mot avortement. Et c'est essentiel pour comprendre l'existence du Tea Party. Excusez-moi. Non, mais je vous en prie, chère madame. Il me semble que je crois avoir rappelé lorsque nous avons parlé des positions culturelles du Tea Party que la plupart des candidats républicains sont pro-life et que la plupart et que tous les ce sont des termes et que tous les candidats Tea Party le sont. C'est une question très importante. Moi, j'ai vu dans les paroisses catholiques, il y a des activités, il y a des rosaires continuels pour cela, pour le respect du droit à la vie. Il y a également, comment dire, des activités de manifestation devant les centres d'avortement ou de planning familial. Il y a, lors des intentions de la prière universelle, il est rare qu'il n'y ait pas une fois sur 2 ou 3 la mention du respect de la vie, etc. Donc c'est un thème qui est très prégnant. Les Américains sont des gens, ils savent bien que s'il n'y a pas d'Américains, il n'y a pas d'Amérique. Hein.
et qu'il y a une nécessité politique fondamentale qui est de mettre fin à l'autogénocide, ça c'est certain. Cela étant, mon sentiment, malgré tout, j'ai quand même suivi très attentivement la campagne électorale. Le thème pourrait être très important dans le tréfonds des consciences, ressort relativement peu dans les discours et les débats publics entre candidats. D'autre part, il me semble que ça aussi, j'ai pu voir des sortes de Rasmussen Reports, n'est-ce pas, la question des jobs est extrêmement importante. Il y a 10% de chômage aux États-Unis, c'est important. Donc 12%, je crois. 10. Mais 12 chez les latinos, chez les noirs. Ce qui est nouveau aux États-Unis, c'est que ce pourcentage ne baisse plus en dépit de la reprise, et c'est la première fois dans toute l'histoire des États-Unis. Alors que, après toutes les crises précédentes, le chômage qui montait très vite, redescendait très vite, et là il ne baisse pas malgré ce qui se passe pour le reste. C'est malheureusement exact. Donc, il me semble que dans les... Bien entendu, il y a l'électeur a plusieurs motifs de voter. Il ne vote pas sur une seule question, mais sur 2, sur 3, sur 4. Et puis après, il intègre autant que possible son plan des valeurs avec la situation concrète et son choix en espérant se tromper le moins possible. Merci. Avant peut-être de passer le micro à la salle, je voudrais Henri vous poser une question qui concerne l'avenir du petit parti. Vous l'avez évoqué, un de vos jeunes panélistes l'a également évoqué, qui concerne le rapport entre le petit parti et l'appareil du Parti républicain. On a évoqué effectivement le parrainage des vieilles figures du big business. Vous y avez vu finalement un accompagnement, mais est-ce que fondamentalement le Parti républicain a accueilli le petit parti, le fait sien et entend le porter, ou est-ce que l'appareil traditionnel va l'absorber et finalement l'escamoter pour maintenir la technostructure du big business, des dictionnaires et autres, au service finalement de ce qui a fait fonctionner le Parti républicain pendant les 15 dernières années, et finalement l'a dénaturé après le départ de Ronald Reagan. Moi, le rapprochement que je ferais, c'est avec du petit parti, dans l'époque américaine récente, c'est avec Ronald Reagan. Alors, je ne suis pas, depuis que je suis revenu des États-Unis, je n'ai plus lu les journaux américains tellement, sauf un peu avant de venir ici. Je ne peux pas répondre à cette question. À vrai dire, je ne suis pas certain que les spécialistes de sciences politiques américaines soient capables de vous dire plus que des probabilités, n'est-ce pas, et des scénarios possibles. Si on raisonne de manière très, très générale, on dira qu'il y a une pesanteur, une lourdeur qui ramène fréquemment l'être humain à une médiocrité habituelle. Et néanmoins, je pense qu'il y a eu là un enthousiasme, un dynamisme qui probablement ne s'éteindra pas en quelques mois ou en quelques années. Donc il me semble qu'il y a un désir de faire repartir l'Amérique, de lui rendre sa constitution, son rayonnement, de lui éviter de faire faillite, de lui redonner, de repenser sa sécurité, sa prospérité, etc. Et encore une fois, je signale la personnalité de Newt Gingrich.
il était très antipathique au temps de Clinton, n'est-ce pas? Je veux dire par là que il a été un peu le grand inquisiteur de toutes les turpitudes sexuelles de Bill Clinton, et donc de ce côté-là, il s'est rendu antipathique, mais lui-même connaît sa vie. Elle a écouté parler pendant un long moment, c'était très intéressant. Il dit en toute simplicité, on lui demandait s'il serait candidat. Il n'a pas répondu nettement, et il dit, et une dame lui disait surtout, ne soyez pas candidat, on va vous faire tellement de mal, mon pauvre Newt, moi je vous aime beaucoup, ne soyez pas candidat. Alors il a dit bon, dans une élection, on est mis à nu. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Que toutes les parties de ma vie seront exposées. Qu'est-ce que je peux dire, moi, de ma vie? Qu'il y a des parties dont je ne suis pas plus fier que ça, d'autres dont je préférerais qu'elles n'existent pas, et d'autres dont je suis quand même relativement satisfait. Donc, voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement. J'étais tenté de faire un parallèle. Vous avez pas l'enthousiasme qui a suscité le Tea Party, qui était manifeste. Ah oui. Mais on a connu 2 ans avant le même enthousiasme en faveur, C'est très exact. en faveur de Barack Obama, et il a retombé en 12 mois. Il a retombé en 12 mois, et aujourd'hui, Obama semble complètement planté. Oui. Et pourtant, lui, il a le privilège d'être au Palais. Ouais. Alors là, si vous me permettez, permettez de reprendre mes notes, ce sera plus facile et plus simple et plus rapide pour vous aussi. Vous me permettez. Voilà, Obama élu puis rejeté. C'est une des parties que j'étais forcé de vous épargner. Donc, mais non, nous l'aurons. Alors, vous voyez, je dis là, comme vous, la présidence Obama fut accueillie avec enthousiasme, n'est-ce pas, et avec faveur, par une classe moyenne outrée. Donc, c'est une classe moyenne outrée, ayant vu dans George Bush numéro 2, un second John Adams, ou un second Herbert Hoover, voire un nouveau King George. Bien. Mais, Obama a d'ailleurs fait une campagne très modérée, disant qu'il visait une politique très bipartisane, une politique retrouvant la tradition centrale, pour ainsi dire, et je crois qu'il a été élu aussi sur cette idée parce que ce centrisme fondamental fait partie de la tradition démocratique américaine. Les deux partis opposés sont des puissances d'équilibration, un peu comme la roue gauche et la roue droite d'une voiture, n'est-ce pas? Mais fondamentalement, le rôle traditionnel, si je comprends bien, du Parti républicain, c'est de protéger la démocratie contre la démagogie, le socialisme, etc. Et le rôle du Parti démocrate, c'est de le protéger contre l'oligarchie. Et par ailleurs, les uns et les autres peuvent vouloir le protéger contre l'aristocratie bureaucratique, si vous voulez. Bon, alors ce sont des rôles. Je pense que le président Obama a été élu, que c'était un homme neuf. Il a été élu par une vague d'activisme d'Internet. Il a été élu par un réseau qui s'est constitué d'une manière en très grande partie spontanée. On ne peut pas s'imaginer qu'on met le feu comme ça à un peuple de manière scientifique. Il faut que le matériau soit combustible pour qu'il s'enflamme ainsi. Donc, alors, ce qui se passe dans un second temps, Barack Obama parut trahir ce projet de restauration d'une démocratie capitaliste de classe moyenne et de bon sens. Au lieu de rétablir le consensus traditionnel, il polarisa au maximum la société. Dans sa conception de la loi sur l'assurance maladie, il a promu une usine à gaz socialiste et bureaucratique complètement étrangère à la logique du capitalisme démocratique, qui est une véritable provocation entre la tradition libérale. Donc, l'Obama démocratique traditionnel a été élu en 2008, et l'Obama tenu à la fois pour oligarchie et démagogue, socialiste et européen, a été battu en 2010. Alors maintenant, il essaye de se recentrer. Est-ce qu'il va y parvenir? Je ne sais pas. Non, c'est rien. On verra. Je ne suis pas prophète. Ça dépend aussi beaucoup de la façon dont les autres se comporteront en face.
Henri, merci. Et finalement, cette ouverture sur un avenir qui n'est jamais déterminé sera peut-être le meilleur mot de cette fin. L'avenir n'est pas écrit et c'est heureux pour nous. Merci de votre présence. Oui, on peut peut-être ajouter une chose, François, si vous me permettez, c'est que cette conférence sur le Tea Party, enfin cette causerie que je viens de donner sur le Tea Party est issue d'articles que j'ai postés sur un blog que je tiens et dont Philippe de Saint-Germain, ici présent, donc délégué général de la Fondation de services politiques, a repris un certain nombre dans la lettre décryptage. Je serai très heureux de pouvoir vous compter parmi ceux qui dialoguent avec moi sur ce blog dont l'adresse est excessivement simple, c'est www.henrihude.fr. Donc ça, c'est un point très important. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que cette conception de la démocratie, cette analyse du Tea Party, a été pour moi un exercice que je me suis imposé pendant que j'étais aux États-Unis, afin d'essayer de mettre à l'épreuve la validité du travail que par ailleurs j'ai produit dans mon dernier livre qui s'intitule précisément Démocratie durable. Et là aussi, je serais heureux si vous pouviez, certains d'entre vous, en tant que citoyens, concitoyens, lire ce livre et m'en donner un retour, n'est-ce pas? Vous le trouvez à la sortie si vous le désirez, ou vous pouvez de toute façon, en allant sur l'adresse que je vous ai indiquée, le trouver également. Je crois que c'est très important d'avoir j'ai essayé de vous donner ce soir le meilleur de moi-même à l'oral, mais si vous voulez en quelque sorte mon cerveau entier à votre disposition, eh bien, il est à votre disposition sous la forme de cet ouvrage. Donc, je serais très heureux que vous puissiez prendre connaissance et de donner des retours, parce que je crois que c'est nécessaire. C'est un livre qui contribue à la mise à jour du logiciel dont nous avons besoin si nous voulons promouvoir véritablement le bien commun et la dignité humaine. Alors, je répète l'adresse, www.henrihude, tout attaché.fr. Et tant que nous sommes en chair et en os face les uns aux autres, puis-je me permettre, en une simple sous-question à la question sur les pro-life, pouvons-nous avoir le courage de nous poser la question différemment? Ne sommes-nous pas pro-life, tout simplement parce qu'il nous faut égaliser les taux de naissance avec les latinos, en tant que caucasiens, n'est-ce pas? Et ça passe les océans. Il y a, chère madame, plusieurs raisons pour lesquelles un homme politique responsable peut estimer qu'il faut mettre fin à l'avortement. Ou le réduire dramatiquement, le découper en tranches, que sais-je. Il y a des raisons économiques, parce que de fait, il n'y a pas de, pardonnez-moi, alors je suis utilitariste si vous voulez, mais s'il n'y a pas de croissance, démographique, il y a très peu, il n'y a pas de croissance économique tout court, et si on gagne continuellement de la productivité avec le progrès technique, on ne peut pas éviter l'augmentation du chômage, me semble-t-il, s'il n'y a pas un dynamisme démographique. C'est difficile de restaurer le dynamisme démographique dans les conditions que nous connaissons.
Bien. Donc ça, c'est des questions. Ces questions économiques ne sont pas seulement d'histoire de gros sous, comme on l'a dit, ce sont aussi des questions d'équilibre social, de dynamisme, du point de vue politique. Et il est certain que, c'est ce que disait Clémenceau en discutant à la Chambre le traité de Versailles, il disait de toute façon, mais sachez bien qu'il n'y aura pas de France s'il n'y a pas de Français. Donc, c'est une chose importante. Simplement, on ne fait pas des enfants jusqu'à nouvel ordre pour faire monter les statistiques ou par patriotisme seulement. Ce sont des sentiments, je dirais, exceptionnels et rares. J'entends de faire des enfants par pur patriotisme ou pour faire monter les statistiques. Donc, à mon avis, il y a une question de renouveau culturel qui est nécessaire. Mais je pense que c'est certainement si la condition pour avoir un bon équilibre de paix entre des communautés d'origine différentes quand elles sont appelées à coexister durablement et d'avoir des conditions morales qui permettent une communauté humaine. Ça, on ne le trouve pas par un simple moralisme idéologique. Il faut qu'il y ait quelque chose par lequel les hommes se retrouvent dans une communauté de nature humaine et une communauté, en quelque sorte, des esprits en Dieu qui jugent tous par rapport à des critères absolus. La liberté de la pensée est inséparable du questionnement radical profond. Lequel questionnement radical profond lui-même est inséparable de la visée de la vérité, qui est le critère par rapport auquel on peut questionner. La vérité, ce n'est pas quelque chose qu'on met en question, c'est quelque chose qui permet de tout questionner. Voyez-vous, donc il me semble, pour dire les choses rapidement, que ce à quoi on est le plus, peut-être avec le plus d'urgence, appelé, et sans quoi les renouveaux politiques, à mon avis, ne seront que des feux de paille ou des bricolages sans avenir, c'est une véritable renaissance culturelle par laquelle, tout simplement, on redécouvre la couche de la vitalité première, la couche de l'âge classique, la puissance chrétienne. Et la couche du bus aussi. Oui, mais c'est tout ce que je dis, ce sont ces strates les strates de la culture européenne. Tout ceci étant autant que possible incorporé à une culture politique rénovée qui fonctionne et qui permettent d'avoir de véritables conservateurs. Et les conservateurs reposent simplement des esprits chagrins, passéistes, actionnaires, ou je ne sais quoi, et ils peuvent avoir beaucoup de qualités, et qui, en tant que tels, n'ont pas le dynamisme nécessaire pour reprendre le contrôle de la situation. Si on veut servir vraiment le bien commun, faire respecter la dignité humaine, la vie humaine, etc., il est nécessaire d'avoir cette reconquête de notre culture. En nous-mêmes, reconquérir nous-mêmes par nous-mêmes, pas à défendre les valeurs à l'extérieur, mais arriver à reconquérir le terrain intérieur. Henri, merci beaucoup.